Et on revient sur ces élections bien incertaines en Ukraine. Le pays doit organiser des législatives le 29 octobre prochain. Le scrutin doit permettre de renouveler la Rada, le Parlement ukrainien. Dernière échéance électorale avant la présidentielle prévue en mars 2024. Mais la guerre bouleverse ce calendrier électoral. L'organisation d'un tel scrutin est un véritable casse-tête, à la fois sur le plan logistique, sécuritaire. Et cela soulève évidemment beaucoup de questions sur l'avenir politique de l'Ukraine. Bonjour Annie Daubenton. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, ancienne conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev de 1998 à 2001. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Alexandra Goujon, maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Ukraine. Bienvenue à vous également. Alors Annie Daubenton, il y a quelques semaines, le président Volodymyr Zelensky se disait prêt à organiser des élections dans son pays en guerre. Mais quand on s'intéresse à la presse ukrainienne, on a plutôt l'impression que vraisemblablement, ce scrutin n'aura pas lieu, ne pourra pas avoir lieu. D'abord, est-ce que c'est un scrutin qui intéresse les Ukrainiens? Est-ce que la question de l'organisation de ces élections divise la société ukrainienne? Écoutez, non, pas du tout. Je pense que la société, pour l'instant, a d'autres chats à fouetter, si je puis dire, à résister à l'invasion et à veiller à sa sauvegarde quotidienne. Vous avez mentionné la prise de position du président Zelensky, mais en réalité, sa position, quand il disait oui, c'est bien sûr, c'est pas impensable, mais il donnait toutes les conditions. Et son discours, à mon avis, s'adressait plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire aux États-Unis, qui poussent, bien sûr, à une opinion européenne qui flagelle et qui semblerait se dire, après tout, cette contre-offensive n'avance pas très vite. Et si on pouvait déstabiliser un tout petit peu la politique intérieure de l'Ukraine, ça serait pas mal. Chose qui, pour la Russie, serait du pain béni. Donc on est là dans un ensemble de demandes qui n'ont strictement rien à voir avec la difficulté intérieure du pays. Bien sûr que des élections théoriquement pourraient avoir lieu, bien sûr, mais comment assurer la sauvegarde des électeurs? Comment, comme le disait Zelensky, ne pas prendre sur le budget de l'armée pour les organiser? Comment organiser des débats avec des programmes politiques qui s'affronteraient? Vous savez, là, on est vraiment dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde ukrainien actuel. Donc, vous mentionniez Alexandra Goujon le pourra le dire encore mieux que moi, mais vous mentionniez la presse ukrainienne. Je pense que là aussi, elle est loin quand même de ces préoccupations-là. En tout cas, on comprend bien en vous écoutant que la priorité est plutôt aux militaires et aux sécuritaires. Alexandra Goujon, comment est-ce que ce très probable report des législatives est accueilli par la classe politique ukrainienne? Est-ce que là, dans l'opposition, il y a des réactions? Ou il y a plutôt une unanimité autour de Volodymyr Zelensky? Alors, je rejoins Annie Daubenton sur le fait que les élections, en fait, sont un sujet imposé de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il a fallu répondre à une demande étrangère sur les élections. De toute façon, les élections législatives qui étaient prévues en octobre ne pourront pas se tenir, puisqu'en fait, la loi martiale est renouvelée tous les 3 mois et que là, en ce moment, elle court jusqu'à mi-novembre. Et donc, pendant la loi martiale, elle prévoit qu'il ne peut pas y avoir ni d'élection ni de référendum pendant son entrée en vigueur. Voilà, tout à fait. Donc en fait, techniquement, c'est possible, mais il faudrait déjà changer la loi. Et puis par ailleurs, il y a quand même la Constitution aussi qui limite, puisqu'en fait, il faudrait suspendre la loi martiale, en fait, puisque la Constitution, elle prévoit que pendant qu'il y a la loi martiale, en fait, le Parlement en exercice continue d'exercer le pouvoir. Annie Daubenton, ça veut dire que si cette guerre dure 1 année, 5 années, 10 années peut-être, la politique, on n'en est pas là. Mais pour l'instant, il faut prolonger les mandats qui existent. Baisser les armes, mais est-ce que ça veut dire qu'il est possible que dans les prochaines années ou les prochains mois, la politique ukrainienne soit complètement figée?
Écoutez, non, pas du tout, dans la mesure où depuis les premiers jours de l'invasion, et je dois dire que c'était pas évident à assurer, la démocratie a continué à fonctionner dans ce pays. La Rada s'est réunie, simplement des tas de mesures de sécurité ont été prises. La Rada n'a plus de transmission en direct, par exemple. Avant, on pouvait rattraper les séances de la Rada et savoir ce qui s'y passait en direct sur son poste de télé ou sur son ordinateur. Ça a été supprimé. Les réunions ne sont plus données à l'avance pour des raisons très simples. C'est que s'il y a des bombardements, autant éviter que tous les députés soient réunis au même endroit au même moment. Enfin, il y a des tas de précautions comme ça qui ont été prises. Mais il faudrait souligner deux choses qui sont quand même très importantes. D'une part, le gouvernement, le président, les relais administratifs dans les régions, tout a continué à fonctionner de façon démocratique. Par ailleurs, la population s'est engagée massivement, ce qui est une preuve de démocratie encore plus grande. Mais alors pourquoi justement est-ce que les États-Unis poussent autant à l'organisation de ce scrutin? Écoutez, ils sont... L'argument des États-Unis, c'est pour que l'Ukraine se distingue de la Russie. Bien sûr, ils sont en campagne électorale. Et ma foi, rallier quelques voix des républicains les plus radicaux, comme ça a été fait d'ailleurs directement à Kiev, n'est pas en ce moment négligeable. Donc ils font une campagne qui leur permet aussi d'attraper cette partie-là de l'opinion. Autre chose qui est importante peut-être à dire, c'est que même le Parlement européen a quand même émis un certain nombre de conseils, disons, pour cette tenue d'élection. Or, vous savez, puisque vous parliez des réactions de l'Ukraine, plusieurs ont fait remarquer que c'était justement presque une entorse à la vie démocratique. C'est-à-dire, comment peut-on faire voter les gens sous les bombardements sans avoir la possibilité d'avoir accès à un débat transparent? Ça serait au contraire de ce que le pays a demandé depuis vraiment 30 ans qu'il est indépendant, et encore plus depuis les deux révolutions, de Révolution Orange et de Maïdan. Ça a été un soulèvement pour la démocratie. Donc là, on est dans une passe extrêmement difficile, et c'est pas en rajoutant de l'instabilité à l'intérieur ou du risque d'instabilité à l'intérieur du pays qu'on peut améliorer ce qu'on est en train d'essayer de chercher, y compris au niveau international, c'est-à-dire un processus de règlement. Alexandra Goujon, il y a après ces théoriques législatives, il y a une autre échéance électorale, c'est bien sûr la présidentielle de mars 2024. Est-ce qu'on se dirige vraisemblablement vers un report, là aussi, de la présidentielle ? Oui, je le crois. Encore une fois, ce n'est pas une priorité pour les Ukrainiens. Les sondages sont plutôt favorables. Mais pour aller dans le sens de ce qui a été dit, en fait, il y a beaucoup de discussions en Ukraine. Il n'y a pas une focalisation sur les élections, mais il y a de la discussion et également de la critique sur le fait de dire il faut être vigilant. Ce n'est pas parce qu'on est en état de guerre que le président doit usurper le pouvoir. Et ici ou là, on voit des critiques. Et je voudrais citer un exemple. Le Parlement a voté récemment donc la reconduite donc d'une déclaration publique de revenus pour les fonctionnaires et les élus. Cette déclaration est en pause depuis le début de l'invasion à grande échelle et les parlementaires ont voté donc sa remise en route, mais en attendant un an. Ça a été voté le 5 septembre. Une pétition a été lancée immédiatement par des associations, des élus locaux, en disant ce n'est pas possible, le président doit mettre son veto et une nouvelle loi doit être votée pour qu'elle reprenne immédiatement cette déclaration. Et en fait, en quelques jours, le président a émis le veto et très récemment, le 20 septembre, la loi a été votée avec une remise en route de ce système qui est un gage de démocratie et de transparence. Donc il n'y a pas d'absence de débat politique, mais la priorité est à la guerre et pour le moment, j'allais dire, Zelensky fait son travail correctement et lorsqu'il ne le fait pas, de toute façon, il est rappelé à l'ordre
ordre, que ce soit par le journalisme d'investigation, les associations et il y a une quand même, opposition. Alexandra Goujon, une véritable opposition, en tout cas qu'on sent de plus en plus au sein du pays contre Zelensky. Il est quand même de plus en plus critiqué en interne. En fait, la critique ne veut pas dire qu'il s'agit d'une opposition. Il faut bien voir que ce fonctionnement démocratique, c'est une démocratie en guerre. Donc le fonctionnement démocratique est très particulier. Et d'ailleurs, l'opposition ne monte pas au créneau en bloc. Il y a des critiques diffuses. Vous savez qu'il existe toujours en Ukraine, par exemple, ce marathon télévisé qui en fait est une information unique sur toutes les chaînes de télévision. C'est critiqué, remis en cause, mais encore une fois, la priorité n'est pas à la critique du président. Par contre, ce président même, il faut savoir qu'il est très attentif aux sondages, aux critiques, et il prend des décisions. Hein. On l'a vu notamment aussi au moment de la démission du ministre de la Défense, qui lui avait été critiqué à plusieurs reprises. Annie de Menton, est-ce que des travaux sont tout de même en cours pour essayer d'organiser dans le futur, évidemment, ces élections? Oui, il y a une commission Al-Rada qui a été rassemblée, qui continue à travailler pour regarder justement quelles seraient les modalités, surtout les changements à effectuer au sein de la loi électorale pour rendre possible des élections si elles devaient se tenir dans cette situation étrange. Mais bon, je voulais juste en profiter pour vous parler d'opposition. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alexandra Goujon, que c'est un pays où, vous savez, on ouvre sa bouche et les gens, on leur franc-parler, et le président le sait parfaitement. D'ailleurs, il ne pourrait pas faire de grands compromis sans écouter sa population. Mais surtout, il faut bien voir, puisqu'on parlait des parlementaires, que vous parliez d'opposition. La principale opposition au sein du Parlement, c'était un parti pro-russe. Parti pro-russe qui a été dissous. Certains membres sont partis à l'Est, d'autres sont partis on ne sait où, mais bon, voilà. Certains continuent à siéger à la Rada, et donc ça donne aussi ce caractère baroque. Ce que Alexandra parlait de démocratie en guerre, et je crois que c'est une bonne, je ne sais pas ce que ça veut dire en politologie, mais c'est une bonne manière de décrire ce caractère très inattendu et obligé d'inventer les situations au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Et ça sera le mot de la fin, évidemment, sujet sur lequel on n'a pas eu le temps de s'étendre, mais il y a aussi tous ces millions de déplacés internes et de réfugiés qui ont fui l'Ukraine. Et ça aussi, ça va être un défi électoral colossal, de pouvoir permettre à toute cette population de figurer sur les listes électorales et évidemment de pouvoir voter. Merci beaucoup à toutes les deux. Annie Daubenton, journaliste essayiste, ancienne conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev. Et merci beaucoup à Alexandra Goujon, maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris et spécialiste de l'Ukraine.